Salut les amis, c'est Chaos et Harmonie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau jeu. The Cursed Legacy, on voit ça après le générique. Alors les amis, effectivement Brock Studio nous a envoyé un nouveau jeu sur Mega Drive, The Cursed Legacy, donc l'héritage maudit, qui est la suite directe du précédent opus, The Cursed Knight, le chevalier maudit, fait par le studio GGS. Ayant déjà testé le premier opus, je me suis douté de la qualité du jeu, mais je voulais quand même faire mon propre avis avant de vous le donner. Donc on a reçu effectivement cette petite bête, on va faire l'unboxing tout de suite, et puis après on va passer à une petite phase de jeu. Donc là on a effectivement le premier, qui a été gentiment dédicacé par l'équipe, donc Chris, Evan Kaiser et Arnaud. Et donc on a la petite suite qui est là, The Cursed of Legacy. Donc on peut noter sur la boîte le petit stickers Brock Studio, donc le studio qui les produit. Petite étiquette brillante qui rappelle les étiquettes qu'on avait à l'époque Sega. C'est ça. Tac. Alors dedans nous avons un petit sticker Brock Studio. Ça on l'a eu à chaque fois qu'on a eu un jeu, c'est le petit goodies de la boîte de production. Le jeu aussi. On a aussi, et on a aussi donc, du coup un petit sous de verre, Brock Studio, et la petite pub que j'aime beaucoup, moi ça me rappelle les pubs de quand on était petit des années 90, donc des jeux qui sont produits par Brock Studio. Voilà, c'est vraiment le petite pub goodies, j'ai envie de dire, qui fait toujours plaisir. Moi j'aime beaucoup recevoir ça quand j'achète un jeu, j'adore, ça me rappelle ma jeunesse. Et puis on passe directement du coup à la bête. On a la cartouche et la notice. Alors là actuellement on est sur une notice qui est en anglais mais qui sera traduite en français dans du coup la version définitive que vous recevrez. Oui, parce que le jeu est en Kickstarter actuellement, donc on va vous présenter aussi le Kickstarter juste après l'unboxing. Donc on a une petite cartouche Mega Drive comme d'hab avec le petit écran pour montrer que c'est une cartouche non officielle de l'époque. C'est les nouveaux moulages. C'est estampillé Brock Studio, parce qu'on va le voir. Voilà, ici. Et puis pas de vis à l'ancienne, c'est le pas de vis étoile qu'il y a sur les cartouches Mega Drive de base. Du coup on va passer effectivement sur le Kickstarter pour vous montrer un petit peu les différentes propositions paliers. Bon les amis, on se retrouve devant la page du Kickstarter de Brock Studio pour le jeu The Cursed Legacy. Il faut savoir que si vous voulez soutenir le projet et prendre votre version Kickstarter, il faudra le faire avant le 16 octobre 2024. Et c'est important parce que c'est la seule version où il y aura tous les petits goodies qu'on va vous montrer après qui seront rajoutés si vous précommandez sur le Kickstarter. Donc ne venez pas le regretter par la suite. Petit lien en descriptif. Voilà. On commence par montrer les différents types de soutien du projet. Donc vous avez le premier engagement à 10€, vous avez tout simplement la version digitale du jeu, de la notice et tout ça. Ensuite, vous avez la version physique que nous avons reçue ici présente. Donc pour 50€, donc qui est un prix très très correct pour un nouveau jeu Mega Drive. Vraiment ils ont fait fort au niveau du prix. Donc vous avez la boîte, la notice, la cartouche et la version digitale en plus. On a ensuite la version collector à 130€, donc là vous avez le pack avec le 1 et le 2 dans un coffret collector qui sera, c'est un fourreau en fait qui emmagasine les deux opus. Voilà, une petite édition collector les amis avec tout pareil, tout ce qui est digital. Et en finale on a le maxi collector entre guillemets, qui n'est plus disponible parce que je crois qu'il n'y en avait que un ou deux à tout casser. C'est tout simplement la console qui est peinte à la main à l'effigie du jeu avec les deux jeux. C'est l'ensemble de tous les trucs qui puissent exister autour du pack du jeu. On va vous montrer les différents paliers avec l'avancement du projet. Et vous allez voir les petits goodies qui en plus effectivement du coup en passant par le Kickstarter, c'est là ce que je vous expliquais les amis, il faut absolument le commander sur le Kickstarter. Ça permet déjà de soutenir le projet mais en plus de ça d'avoir des goodies en plus. Donc c'est les premiers paliers, donc le premier palier à 40 000€, on pouvait gagner du coup le fait d'avoir une cover réversible. Ça c'était plutôt cool, donc voilà, ça. Arrivé au palier des 45 000€, il y avait des stickers collector qui ont été rajoutés. Le passage des 50 000, ça c'est un des passages qui m'a plus plu. On a la petite carte Sega, comme on avait à l'époque, vous savez, les cartes Panini Sega, à l'effigie du jeu, qui était d'ailleurs aussi disponible pour le précédent opus, et un gros poster. Pour le palier des 55 000€, on a pu avoir
un des mini-jeux qu'il y a dans l'aventure, mais qui sera du coup jouable en dehors de l'aventure, dans l'option mini-jeu. Et du coup, le palier des 60 000, l'OST du jeu, donc un peu ce qu'on avait sur TCK, la petite BO, les musiques du jeu en format CD. Donc ça, c'est vraiment le goodies que je kiffe grave, surtout que les musiques, vous allez voir, sont vraiment excellentes. Et on a le dernier palier, le gros palier des 80 000. J'espère qu'on va pouvoir l'atteindre, ça va être difficile, mais j'ai foi. Et on ne sait pas encore ce que c'est, on le saura que quand le palier sera débloqué, mais j'attends un truc énorme. Là on voit l'espèce de grosse boss volant là, qui t'emporte avec son dard. Dans le jeu, tu te rappelles de lui ou pas? Ouais, c'est d'or. Donc il faut atteindre absolument ces 80 000 pour avoir des choses en plus lors de l'achat. Donc en gros, vous achetez juste votre jeu à 50 balles et vous allez avoir énormément de goodies avec. Donc pour vous dire, c'est vraiment une très très bonne opportunité ce Kickstarter, il ne faut pas le louper. Alors là, vous avez le détail de l'équipe. Alors, il faut savoir que le Kickstarter est tout rédigé en anglais, mais c'est une équipe française. C'est ça, c'est un jeu made in France. Bon les amis, vous allez pouvoir effectivement le Kickstarter avec les différents paliers, les différentes options d'achat que vous allez pouvoir avoir. Mais pour savoir si on veut acheter ou pas, il va falloir voir ce que donne le jeu. Et bah du coup les amis, c'est parti. Nous sommes en 31 045. La race humaine a pratiquement disparu de l'univers. La principauté de Dallongeville, dernier bastion de l'humanité, n'existe plus. Elle a été le théâtre des pires exactions. En ces temps tourmentés, le jeune mercenaire Nef survit en commettant les pires méfaits. Toujours en quête de puissance, il va tenter de voler le RB-309 dans l'une des oasis du Dieu Cube. Aurez-vous le courage de l'accompagner dans cette odyssée? On allume le console, on se retrouve d'entrée de jeu avec le choix de la langue, anglais ou français. On va mettre en français les amis, on va pas se compliquer la tâche. Soit du contrôleur, vous pouvez jouer avec une manette 3 ou une manette 6 boutons. Moi je vais jouer avec une petite 8 bits d'eau 6 boutons. Hop, votre écran est-il décalé vers la gauche? Effectivement, en fonction des modèles, je pense qu'il doit y avoir peut-être un décalage de l'affichage. Nous en l'occurrence c'est bon, donc on peut y aller, on démarre. GGS Studio Création est produit par Brock Studio. On commence déjà par le studio créateur et la boîte de production. Ma mère est morte pour moi. Je suis le dernier humain en vie. Je sais comment changer l'histoire. Pour cela, je dois tuer mon père. Ouais, on commence vraiment avec un démarrage très badass. J'adore l'ambiance, on va dire ambiance obscure, un peu sombre de ce titre, qui est d'ailleurs l'image du premier de TCK. Vous avez 3 items, donc c'est des items qui peuvent être farmés pendant le passage Metroidvania. On a du coup 18, le premier truc qui tourne là, c'est augmenter les points de vie du robot, donc on peut en récupérer 18. À côté, c'est le fait de pouvoir planer, donc le temps que le robot peut planer dans les airs, donc on en a 16. Et le dernier, le petit bloc, c'est des objets laissés par les programmeurs, donc c'est un peu le truc secret pour arriver à 100% du jeu. On lance les amis, on est parti. 4 choix de jeu les amis, story, run and gun, exploration ou minigame. Story, c'est le jeu dans son entièreté, donc vous démarrez le jeu comme il doit se faire en théorie, avec toutes ces phases de jeu différentes, mais vous pouvez aussi choisir certaines phases de jeu. Si vous êtes allergique à l'exploration, vous pouvez faire que du run and gun. Si vous êtes allergique au run and gun, vous faites que de l'exploration, ou les mini-jeux du style des mineurs ou autres. En ce qui concerne les phases de jeu, effectivement, il y en a 3 différentes. On a la première partie qui est une phase action façon run and gun. Vous courez, vous tirez les amis. L'ancienne. La musique que j'adore. La musique est incroyable. Hop. Hop. Hop, il fait loin. Et genre hop, mais il fait le point. Ok. Donc beaucoup de phases de gameplay différents, et c'est ce que j'explique. Une des grandes forces de jeu là, c'est que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, il se passe énormément de choses, c'est juste la folie. Voilà. Et puis c'est très fraîche. Non, ah putain. Voilà, c'est bon. Oh non. Allez. Allez. Ah, c'est salaud ça. Rien à redire, c'est très bien équilibré au niveau de la difficulté, vous n'allez pas vous ennuyer.
Vraiment, j'ai vraiment validé ce mode, même s'il n'est pas mon préféré, vous allez voir par la suite. En termes de phase de jeu, il y a également les mini-jeux. Alors ça, je trouve que ça a été une riche idée des développeurs. À l'intérieur du jeu, rajouter des mini-jeux. Alors, il faut savoir que c'est l'un des jeux où je suis le plus nul parce que je n'ai pas du tout le sens de l'orientation. De boules avec des pics, peut-être un peu voilà. Et vous avez des petits ballons, vous dirigez, faut pas crever les ballons. Alors, au début, ça va doucement, puis après, ça se met à accélérer. Ça devient n'importe quoi. Hop, hop, voilà, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça marche pas, je suis... Ah, c'est abusé. Je sens que je vais être frustré. Il y a un sens et il y a aussi une utilité dans le cheminement. En gros, quand vous êtes en phase d'exploration avec votre robot, vous pouvez sortir du robot quand vous arrivez sur des portes fermées, vous rentrez dans une petite porte au-dessus et vous avez accès à une borne et sur laquelle vous jouez à un mini-jeu. Et il y a plusieurs paliers de difficulté, en l'occurrence là il y en a 2. Vous avez le premier palier qui permet d'ouvrir la porte pour pouvoir continuer votre exploration. Mais vous aviez aussi un deuxième palier de difficulté qui permet de débloquer, de dévoiler la map. Alors ça a un vrai intérêt parce que sans la map c'est un peu compliqué à part si on connaît le jeu par cœur. Et je trouve que cette petite phase de mini-jeu, il y en a je sais plus 5 ou 6, ça aurait mérité d'avoir un troisième palier avec, je sais pas, par exemple un item pour booster le robot. Disponible que dans ce mini-jeu, donc chaque mini-jeu aurait un item spécial. Ça permettait en gros de, si vous voulez finir vraiment le jeu à 100%, il va falloir faire des mini-jeux de façon hardcore et ça va augmenter le niveau de difficulté, ça va être super sympa. Donc je pense que voilà, le rajout d'un palier dans les mini-jeux, je pense que ça peut être un vrai plus, donc à méditer. Et la troisième phase de jeu, c'est tout simplement les phases d'exploration. Vous allez être à bord de votre robot RB309, donc le robot qu'on vole dès le début du jeu. Personnellement, c'est ma phase de jeu préférée, c'est celle qui m'a vraiment fait le plus kiffer. C'est tout simplement du Metroidvania. Donc on a un nouveau gameplay qui va s'amener à nous. On n'est plus avec le petit personnage en run and gun, on est avec un robot un peu pâteau, un peu lourd. Enfin, il fait quand même des bons petits sauts. Avec un bruit sympa quand il atterrit, bam, bam. On a vraiment l'impression du robot, vous savez, qui pèse plusieurs tonnes. Les amis, premier item à débloquer, vous allez voir, je l'ai dessus. Tu peux désormais te baisser, donc là c'est une amélioration pour le robot. Grâce à ça, on va pouvoir se baisser et le robot, un peu comme la poule dans Robocop, se transforme en une sorte de véhicule, vous allez voir. On baisse, hop, et après on peut rouler. C'est génial. Du coup on peut tirer, casser ces blocs là. Et du coup ça va donner accès à plein de passages différents. Donc vous avez des points de sauvegarde dans le jeu, comme là vous pouvez voir. Il y a une sorte de disquette, donc c'est un peu les sauvegardes à l'ancienne. On va dessus, ils disent flèche du haut, on fait flèche du haut. Veux-tu sauvegarder? Oui, le jeu sauvegarder. Et ouais les amis, vous avez aussi des boss en phase d'exploration. Tu peux désormais planer en appuyant sur saut en l'air. Ouais, tu as débloqué le grappin. Alors là, on va pouvoir accéder à une nouvelle zone. Ça va être génial. On va commencer un petit peu à entrevoir les possibilités. Là, c'est un peu Donkey Kong avec les lianes. C'est marrant. On envoie un passage au-dessus. Hop. Pour bien prendre. Que dire? Il y a pas mal de choses à régler selon moi. Le premier point, le point le plus négatif, c'est que effectivement au niveau de la map, quand on se promène dans les dédales des couloirs, il y a certains passages qui sont accessibles que dans un sens. Donc vous allez avoir une entrée qui est très fine, vous ne pourrez pas passer, de l'autre côté vous pourrez, et c'est pas indiqué, c'est à dire qu'en gros des fois vous tapez tout un chemin et vous arrivez devant un mur où vous ne pouvez pas passer. Ça mériterait sur la map d'avoir une indication, donc soit par des couleurs intuitives, genre rouge tu passes pas, vert tu passes, ou une flèche pour indiquer le sens. Donc je pense que ça peut être tout simplement travaillé sans trop de difficultés. Le second défaut que j'ai trouvé à cette phase d'exploration, c'est le niveau de difficulté. Je trouvais que c'était trop facile. Autant la phase action run and gun était bien dosée,
autant la phase d'exploration, alors oui c'est de l'exploration, c'est pas censé être ardu, mais là c'était vraiment trop facile, c'est-à-dire qu'on rencontre des adversaires, mais le robot, soit il perd pas assez de PV, ou soit il a trop de PV de base, il faut régler une de ces deux choses là, mais en plus on sait que dans le jeu on récupère des power-ups pour augmenter les PV, donc plus on avance dans l'histoire et plus on se croit invincible, ça rajouté aux différents power-ups qui te permet au robot d'être entre guillemets plus agile, à la fin t'as l'impression que c'est Spider-Man, il s'accroche au mur, il fait des dashs, enfin c'est un truc de fou. Voilà, je trouve qu'il faudrait réduire ses PV ou augmenter les dégâts subis, parce qu'au final, t'as plus le côté challenge de te battre contre les petits monstres que tu rencontres. Et moi, je sais qu'une fois sur deux, je traçais, je passais à travers les robots, les monstres et autres, et je me battais plus. Donc il y a un côté un petit peu où tu perds d'engouement, où tu es juste dans ta phase d'exploration à chercher le chemin, mais tu fais plus gaffe aux petits monstres. Et je pense que ça c'est un petit dommage. Il faudrait rajouter ce côté piment pendant les phases de recherche, de se dire que si on abuse trop, si on ne fait pas trop attention, on risque de mourir. Et ça, c'est vraiment un point qui devrait être amélioré selon moi. Pour justement rajouter ce petit côté épicé aux phases d'exploration, ce petit côté de danger, ça aurait été marrant de rajouter un petit boss. Alors il y en a déjà un, mais rajouter un autre petit boss qui vient de façon un peu plus aléatoire, un peu façon Resident Evil 3 avec Nemesis. Genre avec un compteur, toutes les 15 salles visitées ou toutes les 20 salles, un petit personnage qui vient, comme par exemple, j'ai un exemple, H. Donc ça pourrait être une réminiscence temporelle de H qui vient entre guillemets pour te hanter, ça pourrait être sympa, qui vient voilà tout un X nombre de salles visitées et qui te tire dessus, donc ça rajouterait un peu de piment, tu serais surpris, et du coup à chaque phase de passage d'un écran à l'autre dans ce labyrinthe, tu te dis il peut se passer quelque chose. Ça je pense que c'est un truc qui peut être rajouté, qui peut être sympa. Autre amélioration qui pourrait être apportée, j'ai trouvé que dans certaines salles, dans les dédales de labyrinthe, certaines salles étaient étrangement vides, pas de monstres à affronter, donc tu fais que traverser. Et ça je trouve ça dommage, un petit monstre par-ci par-là en plus pourrait rajouter un petit peu de piment à l'aventure. Je trouve également que le grappin, donc effectivement on a des items qu'on débloque progressivement, le grappin qui sert beaucoup au début pour s'agripper et passer certaines zones, devient entre guillemets un peu secondaire à fur et à mesure qu'on récupère des compétences pour planer. Et quand on récupère le dash, on s'en sert plus du tout, ça devient totalement obsolète. Et ce fameux grappin, il faudrait lui donner une seconde utilité. Et je pense que le rendre palpable aux ennemis, donc en gros se servir du grappin pour avoir une sorte de tir en biais pour toucher les adversaires, ça pourrait permettre à ce grappin d'avoir entre guillemets une seconde vie, une utilité dans le jeu, et rajouter quelque part un gameplay au moment des combats. Je pense que ça peut être intéressant, donc à méditer. Autre petit plus, puisqu'on parlait justement du grappin qui pourrait faire office de tir alternatif, rajouter peut-être un tir alternatif, ça pourrait être sympathique, un item un peu comme dans les run and gun, tu le récupères en tuant un monstre de façon aléatoire, ça change ton arme, ça pourrait rajouter un petit peu de gaieté, ça rendrait le côté exploration un peu moins monotone. Et en parlant de ça, en parlant de petits rajouts dans la phase d'exploration, vous avez vu, la phase d'exploration c'est celle dont je parle le plus, mais c'est parce que c'est la phase qui m'a le plus plu et j'ai vu tellement d'axes d'amélioration possibles. L'histoire aussi du robot avec du carburant, ça serait génial. Rajouter un carburant à recharger sur le robot, genre vous avez une jauge à 100, et au fur et à mesure où vous vous déplacez ou avec le temps, cette jauge s'étiole petit à petit, et il faut tuer des monstres pour récupérer de façon aléatoire un petit peu de carburant, donc une source d'énergie, ça peut être du plasma, ça peut être n'importe quoi, et ça permettrait en fait de booster, de forcer, de motiver le joueur à tuer les petits monstres un peu partout, parce que si on récupère pas effectivement ce carburant, le robot finit par tomber en panne, et hop, game over, vous repassez à la safe zone d'avant. Je pense que ça c'est un peu un petit rajout qui pourrait être vraiment sympa et rajouter un peu de piment dans cette phase d'exploration. La fin du jeu est exceptionnelle, elle est vraiment, je trouve, bien dosée, bien calculée par rapport à l'histoire du premier, vraiment rien à dire. Et ça te touche. Je viens de capter que ça... Non, ça touche pas. J'ai tous mes points de vie. Et ça fait bizarre. Ah, ça me touche psychologiquement, je pense. Mais je trouve que ça manque d'une petite fin alternative. Le premier avait sa fin alternative, alors peut-être que je ne l'ai pas découvert, elle existe, et là je m'en excuse, mais je trouve que quand vous finissez le jeu à 100%, ça aurait mérité, donc quand je dis 100%, c'est quand vous avez récupéré tous les différents items, ça va être les items pour planer, les items pour augmenter les PV du robot, et les items, donc c'est les petits composants cachés par les programmeurs, d'avoir un petit truc en plus à la fin, je sais pas, n'importe quoi, soit une couleur alternative au robot sur la partie d'après, ça pourrait être, je sais pas moi, un petit message spécifique,
une option en plus, voilà. Un petit rajout serait vraiment souhaité pour les joueurs qui le finissent à 100%, surtout si vous rajoutez en plus un palier supplémentaire dans les mini-jeux pour acquérir du coup les petits composants en plus. Ça rendrait le jeu plus long, plus difficile et à la fois plus motivant en se disant je veux la vraie fin du jeu, je vais jusqu'au bout, je vais y arriver. Et ça voilà, c'est le petit manque je trouve qui manque à la fin, qui est déjà très très bien, on a une très très belle fin, mais c'est le petit point qui la rendrait parfaite. Bon les amis, on va passer effectivement à la note du jeu, on va noter le jeu à la façon des magazines de quand on était petit, par exemple Megaforce, parce qu'on est sur du jeu Sega les amis. On va commencer par le graphisme qui est pour moi le point où ça pêche un peu. Le graphisme est sympa, on a des décors, des trucs, tout est cool, mais tu sens que ça aurait pu être un petit peu mieux. Mais c'est expliqué par la taille de la PCB, fait comment on a une PCB très petite au niveau de la mémoire, et ça fait en partie du fait que vous avez un jeu qui est vendu seulement 50 €, donc c'est à la fois un défaut mais une grosse qualité, hein. 50 balles pour un jeu Mega Drive à sa sortie, c'est vraiment pas cher, surtout quand vous avez vu tous les goodies qu'il y a dans le Kickstarter, pour moi c'est incroyable, et avoir mis autant de données sur une petite PCB comme ça, c'est vraiment un exploit. Donc voilà, j'ai donné une note de 14 pour le graphisme, par rapport à ça, par rapport vraiment au contexte. Donc, et il faut prendre aussi en compte que les personnes qui ont fait le jeu, c'est pas leur travail. Donc en fait, ils ont un travail à côté. Là, c'est vraiment un hobby. Et arriver à pondre ça dans leur temps libre, c'est chapeau les mecs. La maniabilité ensuite, alors maniabilité est vraiment très bonne, bon temps de réaction, on sent bien quand on joue dans les différentes phases de gameplay la différence entre quand on joue avec le mercenaire Lief, très fluide, très agile, et quand on joue avec le robot RB309, on sent le côté pâteau, lourd, quand il atterrit, on sent bien l'impact du robot, avec un bruit sympa quand il atterrit, bam, bam. On a vraiment la pression du robot, vous savez, qui pèse plusieurs tonnes. C'est vraiment bien foutu, et on se dit vraiment qu'ils ont réussi à faire ça sur Mega Drive, le côté robot lourd, alors que sur des consoles next-gen, avec le jeu qui est sorti il y a pas longtemps, Goldorak, le Goldorak, t'as l'impression que c'est une danseuse d'étoiles alors que c'est un robot de plusieurs tonnes. Donc vraiment, chapeau pour ça. Le seul défaut que moi j'ai trouvé au niveau du gameplay et de la maniabilité, c'est cette histoire avec quand tu joues avec l'IF dans les phases run and gun. En gros, quand tu te baisses et que tu sautes, ça fait une roulade. Et quand tu relâches le bas et que tu sautes, il saute. Voilà. Le seul souci, c'est que le laps de temps entre le moment où tu relâches le bas et que tu sautes, le timing est très minime. Donc en fait, tu te retrouves à soit faire une galipette par accident et finir dans un fossé à pic, ou te prendre un tir ennemi, ou tu arrives à sauter. Mais des fois, c'est un peu juste. Je trouve que ça aurait mérité peut-être une attribution spéciale pour cette roulade. Je pense que ça peut être jouable sur les manettes 6 boutons, faire un truc spécial pour les manettes 6 boutons, avoir un bouton supplémentaire pour cette roulade. Je pense que ça permettra de libérer un peu ce côté frustration quand on se baisse et qu'on veut ressauter tout de suite et qu'on fait une roulade. Moi, ça m'a agacé dans ces phases-là. Je dis donc je tombe dans le vide. Ah putain, vous voyez, c'est ça qui est chiant. Et puis c'est très chiant. Non, putain. Voilà, plusieurs fois je suis mort à cause de ça, donc petite amélioration. Donc pour ça, j'ai mis maniabilité 15 à cause de ce défaut-là. S'ils arrivent à régler ce système de roulade, je pense qu'on passera facilement à un 16. Donc en tout cas, voilà, maniabilité quand même relativement bonne. Le son, alors les musiques du jeu, je pense que c'est l'un des plus gros points forts du jeu, vraiment incroyable, à l'image du premier, la première une bande son incroyable, le deuxième l'est tout autant. J'adore les musiques. Elles sont rythmées, ouais. Vraiment, j'ai pas eu un seul sentiment de lassitude des musiques. On a plusieurs musiques en fonction des types de décors dans le dédale de labyrinthe, dans le run and gun et dans les mini-jeux. Tout marche à merveille, je me suis même retrouvé surpris hors jeu, donc la première partie, à fredonner les musiques du jeu. Donc je pense que c'est un signe que c'est bien réussi. Donc les musiques, parfait, vraiment c'était le top. J'ai mis 18 sur 20 pour les musiques. La durée de vie, alors pour la durée de vie du jeu, il faut savoir que je l'ai fait dans un premier temps donc, avec ma femme et mon fils, donc ils ont joué un petit peu. Bon, Titou il est pas mal, il regarde son papa jouer. Et il est pas le seul. Oh mademoiselle. Et je suis là. Je peux jouer ? Vas-y. Tu vas voir, c'est un peu galère. Le temps d'analyser un peu les gameplays, les patterns des adversaires, le temps de récupérer tous les items.
J'ai eu une partie qui s'est finie avec 7 heures, donc ce qui est très honorable. Donc je pense que si vous jouez tout seul dans votre coin, vous le finirez la première fois en 5 heures, les 5 bonnes heures où vous vous ennuyez pas, vraiment le top du top. Et j'ai fait une seconde partie, donc celle qui m'a servi à faire le gameplay, et là je l'ai terminé je crois en 3 heures. Donc voilà, c'est pour vous dire, en 2 heures je pense que c'est jouable, si vous connaissez bien le jeu. Et sur une première partie je pense qu'en 5 heures vous le terminez. Ce qui fait une durée de vie tout à fait honorable, ni trop long ni trop court, parce que voilà, on est tous, je pense que la génération des rétro gamers, on a tous une vie à côté, on a un travail, on a une vie de famille, on n'a pas le temps de jouer des heures et des heures et des heures. Là on a un jeu qui se termine en 5 heures avec des points de sauvegarde. C'est relativement bien foutu. On a les mini-jeux qui augmentent la durée de vie, parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous avez fait le jeu, dans les menus, vous pouvez accéder soit à Run and Gun, soit à Exploration, ou soit au mini-jeu. Et donc en allant juste sur les mini-jeux, vous pouvez rejouer et faire du scoring. Et du coup ça augmente de façon presque illimitée la durée de vie du jeu. Donc pour ça j'ai donné un 17 sur 20 pour la durée de vie du jeu. En conclusion, la richesse des différents gameplays, la musique et le scénario de TCL en font une grande réussite. On sent vraiment qu'ils ont progressé depuis leur premier opus TCK et ça fait grand plaisir. C'est pour ça que je leur ai attribué une note de 16 sur 20. Bravo les mecs, vous avez assuré. Alors, vous avez vu notre petit test sur le jeu The Cursed Legacy. C'est ça, donc si vous voulez vous le procurer, go direction le Kickstarter. N'oubliez pas, il y aura des goodies qui seront exclusifs à cette version, donc ne les loupez pas. Il veut son 80 pour... Il faut arriver à 80K pour avoir le dernier cadeau, parce que moi je vais me le prendre aussi, hein. Le dernier palier, il faut y arriver. Des goodies exceptionnels exclusifs au Kickstarter, le lien en description. Et puis nous on se dit à plus sur les prochaines vidéos. Générique.